Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous pour notre programme SOS Parents qui démarre à l'instant. Je peux sortir ce soir? Telle est la question que les adolescents posent tôt ou tard à leurs parents. C'est que depuis toujours, les jeunes sont attirés par les sorties nocturnes et ils le sont encore plus pendant cette période festive. Mais seulement les tableaux alarmants des dérives qui entourent souvent ces sorties font froid dans le dos. Alors, comment encadrer les sorties nocturnes de nos enfants pour éviter qu'ils virent au cauchemar? Question ce soir à nos invités. Notre rubrique Mots d'enfant fait un gros plan sur le tétanos et vers la fin, nous prendrons le cri de cœur d'un parent désemparé face à son fils aîné devenu colérique depuis l'arrivée du bébé d'un nouveau-né dans la famille. Voilà pour la vitrine de cette édition. Nous serons ensemble jusqu'à 22h moins quelques minutes. C'est un rendez-vous hebdomadaire sur votre chaîne de télévision DBS tous les mercredis à 21h. En cette période de fête de fin d'année, plusieurs adolescents vont sûrement expérimenter leur première sortie nocturne. Avez-vous déjà abordé la question avec votre enfant? En tout cas, le sujet nous intéresse ce soir. À la lumière des débordements souvent observés avec à la clé bien de conséquences. Pour en parler, nous recevons Monsieur Hilaire Goumla. Bonsoir Monsieur Goumla. Bonsoir Adi et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Merci d'être encore avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes psychologue. Qu'est-ce qui peut justifier l'engouement des adolescents pour les sorties nocturnes? La fête, tout simplement. Aller à la fête, aller rencontrer les amis, partir avec les amis, en fait, se lâcher, quoi. Se lâcher, rompre un peu avec la quotidiennité, le tous les jours, pendant quelques instants, pendant un temps, oser. Oser jusqu'à frôler même l'interdit. Oser. Oser aller au-delà de ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire dépasser notre quotidien, qui se veut un peu terne, comme on dit souvent, apporter un peu de piment. Mettre quelque chose qui donne un goût différent de ce que tous les jours on goûte à ça. Et c'est ça qui fait que quand l'enfant sort, si on n'a pas pris le soin de l'encadrer, de l'éduquer, de lui donner des consignes ou du moins de l'amener régulièrement à être lui-même un adulte, quelqu'un de mature, qui sait prendre des décision, qui sait dire non, alors on ne serait pas surpris qu'il soit entraîné, soit par l'ambiance, soit par des amis, soit par ses propres pulsions à lui-même. Donc, le parent, comme toujours, l'adulte, comme toujours, a l'obligation, préalablement, avant ces sorties-là, d'aider l'enfant à se structurer. Quand l'adulte veille sur l'enfant, l'aide à avancer dans ces petits moments. Ces petits moments peuvent être des choses assez simples, hein? Ce n'est pas des choses forcément compliquées. Ça peut être laver les assiettes à une certaine heure, savoir se donner un plan, un emploi du temps, un timing, laver les assiettes, balayer le sol, savoir que lorsque je vois une assiette, il me revient à moi de le prendre, savoir que lorsque je constate quelque chose qui ne me plaît pas, je verbalise, je dis mon ressenti par rapport à ça, savoir que lorsque on est ensemble, l'un n'a pas le droit de faire ci, de faire ça. Lorsqu'on ces petites choses-là, on encadre l'enfant à l'intérieur de ça. Lorsqu'il y a ces sorties et que ça commence un peu à prendre une tournure un peu bizarre, alors il dira facilement, aisément, non, ma part s'arrête ici. Si vous voulez continuer, faites-le, il n'y a pas de souci, mais moi je m'arrête ici. Même si je n'ai pas d'argent de taxi, mieux je rentre à pied. Et nous allons voir, Monsieur Goumla, comment encadrer ces sorties tout au long de cette émission. Colin Bekatal est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Adi. Vous avez fait un reportage sur l'attrait des jeunes pour les sorties nocturnes. Vous avez rencontré une dame qui a encore en mémoire des souvenirs de ces virées. C'est un reportage que vous avez réalisé avec le concours de Thierry Selanet et Cyril Nantion. Pour les enfants notamment, ce vieil homme vêtu de pourpre au ventre rebondi à la barbe blanche représente la venue de Noël. Son visage jovial veut bien être le symbole d'une période festive, tout comme très attendue au cours de l'année, la célébration de Nouvel An.
C'est aussi l'occasion rêvée de plusieurs adolescents très protégés qui goûtent aux délices de la liberté le temps d'une soirée. Une opportunité rare au nom de la fête de parcourir sans limite tous les lieux de la métropole, d'intégrer des cadres par des jours ordinaires soumis à des censures. Des délices assimilables à des cachets enrobés doux sur la surface, pourtant désagréables sur le fond. Et sur la question, les réponses sont connues. Tous ceux-là qui laissent les enfants vadrouiller, non seulement pas le jour des fêtes, mais très souvent parce que jusqu'à 21h, 22h, vous voyez les enfants descendre, monter, ça crée aussi la confusion. Et ça amène aussi les enfants dans des mauvaises compagnies qui deviennent demain parce que tu n'as pas suivi avec qui il était. C'est pas bien de laisser les enfants vagabonder dans toute la nuit, partout. C'est pas responsable à certains parents, surtout à la mère. Il faut bien contrôler les enfants, même si c'est pendant des jours de fête ou bien de quoi. À la télévision, la plupart ne sauraient dire le contraire. Les rues, à l'aube du 25 décembre et du 1er janvier, seront-elles un spectacle sans apport de ces tout-petits? Combien sont-ils à avoir pris le premier bâton de cigarette, à être entrés au contact de la drogue ces jours de fête? Les filles sont les plus à plaindre. Au mieux, elles y perdent leur chasteté et en deviennent des mères précoces. Au pire, les prédateurs déambulent et cette liberté sans repère les conduit dans les sentiers de ces sans foi ni loi. Daniel, aujourd'hui maman, s'en souvient avec amertume. C'était quand j'avais 15 ans. Les parents m'ont donné la permission d'aller me distraire avec des amis. Et nous sommes allés danser. Et après, la boîte était tellement si serrée que nous, on voulait se divertir. Il était peut-être minuit 31 moins. En rentrant en chemin, comme on voyait les gens se balader aussi en route, on se baladait aussi. En rentrant en chemin dans une ruelle un peu sec, nous avons vu deux jeunes hommes surgir devant nous, nous ordonnant de s'arrêter et nous brutaliser. Et en plus, ils ont failli même nous violer. C'est pas le concours de certains passants qui sont venus à notre secours pour nous sauver de ça. Une expérience qu'elle voudrait tant oublier. Parfois, ça arrive de se sauter, même quand je peux être en train de voir une émission peut-être d'horreur, de viol, ça me fait rappeler l'histoire que je devais vivre il y a cela 15 ans. Donc il y a toujours un impact sur moi. Ce qui fait que il y a les films que je n'aime pas parfois, parce que surtout les films de viol, les films de guerre, les films de braquage, je n'aime pas parfois souvent, parce que après ça souvent donc quand je vois ça, après je repense toujours au film que j'ai toujours vu il y a cela 15 ans. Combien sont-elles à porter dans le silence et pour toute une vie le poids d'une telle humiliation? Le paradoxe est établi que de larmes et de mauvais souvenirs en période de fête. Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle? Comme le dit l'Écriture, à chacun de porter sa propre charge. Merci d'être avec nous. C'était le reportage de Colin Bécatal. Il est avec nous sur ce plateau. Colin Bécatal, à la lumière de votre observation en tant que reporter, quels sont les enfants, quelles tranches d'âge se trouvent généralement dehors pendant les fêtes? Il a dit, on a l'impression que dès lors qu'un enfant est en mesure de se mouvoir, n'est-ce pas, il bénéficie de cette liberté lors des fêtes. Alors, quelquefois, il faut juste rester à sa véranda. Si on est à une avenue pour se rendre compte que c'est à partir de 19h que des enfants de 10 ans commencent à quitter par masse pour monter. La nouvelle tendance aujourd'hui consiste en des écoles, en des établissements scolaires, n'est-ce pas, qui sont devenus des cabarets. Alors les parents se disent, c'est l'école du quartier. Alors l'enfant peut y aller seul sans le contrôle des parents. Et bon voilà, mais seulement entre l'école du quartier et la maison, même si c'est une seule encablure, à des heures tardives, cela représente déjà un véritable danger. Et on sait manifestement que les prédateurs n'ont pas besoin de 2 kilomètres pour pouvoir, n'est-ce pas, poser leur forfait. Même dans ces enseignes, c'est des centaines d'individus, pas des centaines d'enfants, mais des centaines d'individus dans lesquels ces enfants, n'est-ce pas, s'infiltrent. Alors, c'est des enfants de 10 ans, au moins, que moi j'ai vu,
voyez-vous. Et puis au petit matin, la plupart du temps, on se rend compte que ceux qui sont passés à 18 heures ne rentrent qu'aux environs de 4 heures, 5 heures, 6 heures. Ils ont donc passé toute cette soirée dans la liberté, complètement abandonnés à eux-mêmes au nom de la fête. Vous avez rencontré une dame dans votre reportage. Est-ce qu'en dehors d'elle, parce qu'elle a eu la chance de s'en tirer grâce à l'aide des passants, est-ce que vous avez d'autres échos, des gens qui ont eu des conséquences plus graves? Oui, malheureusement. Malheureusement, dans le cadre de notre travail, il nous a souvent été assigné de parcourir des hôpitaux. Voilà, quand tu as recensé des cas d'accidentés. Et j'ai eu le malheur, s'il faut le dire, de rencontrer 2 filles d'environ 13 et 12 ans qui avaient été sévèrement agressées par... c'était un viol en série. Alors vous pouvez comprendre que les 2 filles ont eu des utérus littéralement profanés. Aujourd'hui, je pense qu'elles n'ont plus droit à une autre vie à part la leur. On se comprend. Ce sera très difficile pour elles, n'est-ce pas, de faire des enfants. Alors, le médecin expliquait qu'il était environ 4 heures lorsque les enfants, on les a ramenés complètement, complètement impuissantes, complètement écrasées, complètement bouleversées, complètement perturbées. On ne sait pas exactement à quelle heure, mais une chose est sûre, c'était à une heure tardive. Si elles ont pu être maîtrisées, c'est qu'elles étaient à un endroit où il n'y avait pas de contrôle. Voyez-vous, elles parcouraient des lieux, peut-être y allaient-elles ou en revenaient-elles. Ce qui est sûr, c'est que c'était à l'occasion des fêtes. Une chose est sûre, j'ose croire, que pour des enfants de ces âges-là, ces 2 victimes, à un temps autre que la fête, il aurait été impossible de les voir chez eux bien plus tard. Et malheureusement, au nom de la fête, elles ont bénéficié de cette liberté alors qu'elles étaient en train de s'en délecter. Je pense que c'est un souvenir qu'elles voudraient oublier. Et puis, sans doute, il y a des centaines d'autres comme ça qui échappent à notre connaissance, malheureusement, au nom de la fête. Merci Colombe Catal d'avoir planté le décor encore ce soir. On se retrouve la semaine prochaine, s'il prête à Dieu. Voilà, bien sûr, comme l'exige le devoir, la semaine prochaine. Monsieur Goumla, des adolescents de 13 ans et moins encore, à des heures tardives pendant les fêtes dehors, au nom de la fête, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la société veut donner à l'enfant la possibilité et contrer un peu le parent. Parce que si un parent, pendant cette période, ne permet pas à son enfant de sortir, le parent sera taxé d'un ensemble de mots un peu oiseux. C'est quoi ce genre de parents qui, pendant la fête, ne permet même pas à l'enfant de se divertir, de sortir un peu? Voyez? Donc, la société dépose un préalable. Comme on dirait, la société contraint en fait le parent à dire, il faut laisser l'enfant sortir. Le parent, et c'est là, on va voir dans son système de valeurs qui est mis en jeu en fait. Quel est le système de valeurs que met en place le parent? Pour savoir jusqu'où je suis prêt à aller, jusqu'où je ne suis pas prêt à aller. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour le bien-être de l'enfant, malgré ce que la société peut ou ne peut pas dire? Le qu'en dira-t-on? Est-ce que le qu'en dira-t-on ou le on dit a plus de pression que le système de valeurs qu'il faut offrir à l'enfant? Ce sont les questions fondamentales auxquelles le parent devrait plus s'appesantir que de regarder est-ce qu'il faut aller à gauche ou à la droite. La dame dans le reportage nous met en avant un traumatisme. Et elle dit bien 15 ans en arrière. Ça veut dire, l'événement se passe, elle avait 15 ans. Aujourd'hui, elle a 30 ans, mais l'événement demeure présent. J'espère qu'on s'entend. L'événement demeure présent. L'événement vit toujours en elle, comme si l'événement venait de se dérouler. Et lorsqu'il y a un facteur réactivant, elle a l'impression d'être retournée à cette scène qui demeure un traumatisme pour elle. Le reporter a très bien fait de noter, ce sont des établissements scolaires qui ont pris le relais. J'écoutais une jeune fille dans mon quartier dire « il y a un gars qui m'a collé, ma copine. » Vous entendez, vous avez froid en vous, ça vous glace. Et lorsque un parent, notamment une mère, vient dans ce lieu-là, dit qu'il s'est fait déjà, tant mon enfant doit rentrer,
Les propos, c'est « Ah, c'est quel genre de mère ça? Elle n'est pas une mère moderne, elle fait dans les anciens temps. » Je veux dire que quand on dit « C'est quoi son système de valeurs ?» Est-ce que le parent est prêt à dire « J'ai décidé, mon système de valeurs veut que pour le bien de l'enfant, il y a une limite à ne pas franchir. » Et si le parent réussit à être au clair avec lui-même par rapport à ça, il saura aider l'enfant malgré le « qu'en dira-t-on ». Donc, c'est une situation compliquée où le parent a un rôle fondamental à jouer parce que c'est à lui d'encadrer et de guider l'enfant dans ce qui est bien pour lui, pour que l'enfant sache qu'est-ce que je dois faire, jusqu'où je peux le faire. Ce n'est pas parce qu'on a mis le mot fête que fête c'est ouverture à tout et à n'importe quoi. Récemment, il y a malheureusement une scène macabre. Bon, moi je dis macabre parce que on en est arrivé à un désastre pour l'un où il est en urgence à l'hôpital à Quintini et pour l'autre malheureusement il est dans une tombe. Parce que des amis disent « Ah, c'est la fête. Car on part, c'est quoi? Tu fais quoi là à la maison? Ah, laisse ces choses-là. Ouais, ben j'ai mon travail demain, il faut... Ouais, ah, laisse-nous ça. On part, j'ai la moto. » Voilà comment il doit bâcher. Ça fait 3 personnes. Vroom, il part. Il soulève malheureusement les bouteilles de bière. Au nom de la fête. Au nom de la fête. Et au retour, voilà qu'ils ont percuté au niveau du feu rouge. Ils ont percuté là, le rond qui est au niveau du feu rouge là. Ils ont percuté. L'un s'est retrouvé là tout de suite directement de l'autre côté. L'autre, il est toujours aux urgences à l'Argentine. Au nom de la fête, il y a quand même une mesure à prendre. Il y a quand même un cadre à construire derrière ça. Donc, les parents ont un devoir fort à l'intérieur de « au nom de la fête ». Non, la fête n'autorise pas tout et ne donne pas tous les droits. Notre deuxième invitée nous a rejoint, Madame Estelle Makante-Djumpe. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Madame Adi. Vous allez bien? Ah, je vais bien, merci. Vous êtes présidente de l'Association pour une mission humanitaire. Vous êtes également très ancrée dans des questions liées aux jeunes, à la jeunesse tout entière. Madame Makante, des jeunes qui se retrouvent dehors à des heures tardives. Est-ce que les parents sont piégés par la société? Merci, Madame Adi. Je voudrais tout d'abord dire bonsoir à nos nombreux téléspectateurs. Et avant de répondre à cette question, je voudrais bien d'abord m'attarder sur la question des dérives, et sur le terme de dérive et excès. Parce qu'il faudrait bien que nous essayions de comprendre de quoi il en ressort. Bon, je dirais ici, les dérives sont en fait, dans le cas d'espèce, un ensemble de comportements illégaux que nous observons dans la société d'aujourd'hui. Nos jeunes, dans le cadre de nos jeunes, les dérives sont la conséquence d'un certain nombre de choses comme les laisser aller dont on accorde à nos enfants et même le chômage. Hein, c'est l'une des conséquences même des dérives, ou alors c'est l'une des causes des dérives. En fait, c'est les causes des dérives. Et donc, il y a même le chômage, il y a le manque de débouchés, d'opportunités. Voilà pourquoi j'aimerais aborder ce sujet de manière différente. Vous voyez aujourd'hui le mal-être que nous observons chez les jeunes. Parler de fête uniquement, ou alors de sortie nocturne uniquement en temps de fête, je pense que c'est aborder la question de manière restreinte. Nous devions aborder la question dans la globalité, dans la généralité. Donc, les jeunes, le mal-être observé chez les jeunes entraîne en réalité ces dérives. On constate dans notre société aujourd'hui que près de 80% de jeunes sont sans emploi, ils sont libres et voués par ailleurs au libertinage. Ils n'ont pas de moyens de suivi. Vous voyez un peu, ce qui leur donne une possibilité de faire du n'importe quoi à n'importe quel moment. Donc, en fait, le temps leur est donné pour faire du n'importe quoi. Alors, en soirée, ils se permettent de faire des sorties et ces sorties, généralement, ne sont plus encadrées ni par les parents, ni par la société. Donc, nous allons dire, les véritables responsables de ces dérives-là sont les parents et la société tout entière. Les parents, Madame Makamte, je vous posais la question à l'entame. Est-ce que les parents, Monsieur Goumla nous a exposé clairement un problème. Les parents sont contraints parce que si on verrouille, on dira tel,
il est un peu de l'ancienne époque, pourquoi ne laisse-t-il pas son enfant sortir? Les parents ne sont Est-ce qu'ils ne sont pas piégés par tout cela? Non, les parents ne sont pas piégés parce qu'il faudrait quelque part assumer nos responsabilités. Le parent ne peut pas permettre à l'enfant de sortir de n'importe comment parce qu'il a peur d'être mal vu par la société, parce qu'il relève quand même de l'éducation de son enfant. Vous voyez un peu, le parent n'est pas piégé. Le parent peut dire à l'enfant, non, tu ne sortiras pas, ou oui, tu sortiras. Bon, aujourd'hui, nos enfants nous disent, ah, vous, c'est la vieille école. Mais nous avons permis que nos enfants nous le disent. J'ai vécu un cas pareil en famille où une nièce, elle s'est habillée un 31 décembre. Elle a décidé de sortir en matelot, un petit matelot, et un grillage blanc, un soutien blanc. C'est-à-dire, quand vous la voyez, vous constatez qu'elle est complètement nue. Mais fallait-il que je la laisse sortir ainsi parce que les gens diront je suis de la vieille école? Non, je ne pouvais pas le faire. Alors moi j'ai essayé de blâmer l'enfant. L'enfant même jonglé est sorti. J'ai dû parcourir les rues dans la nuit parce qu'il fallait retrouver cet enfant. Et si j'avais laissé cet enfant dans cette situation et qu'elle revenait avec une grossesse indésirée, on aurait dit non, mais vous avez négligé cet enfant parce qu'elle n'est pas la vôtre. Mais si alors, parce que j'ai essayé de dire non, voilà, l'enfant va marcher comme ceci, on a dit, ah, elle est sévère parce que c'est pas son enfant. Mais faudrait-il que parce que d'un côté ou de l'autre, je serais maltraité, je ne dois pas assumer mes responsabilités? Non, en tant que parent, je dirai à l'enfant ce que je pense. Madame Akamte, comment réagir face aux demandes de liberté des enfants pendant cette période festive? C'est des enfants qui veulent sortir, c'est des enfants qui veulent aller découvrir, veulent aller festoyer avec des amis. Comment réagir? Il faut complètement verrouiller? Écoutez, le mieux c'est d'éduquer. Éduquons nos enfants. Sensibilisons nos enfants. Que la société elle-même sensibilise. Nous avons quand même un ministère de la jeunesse et de l'éducation civique qui peut nous aider à atteindre cet objectif. Nous n'avons pas demandé d'utiliser un forcing pour les enfants. Non. Mais nous pouvons parler avec les enfants, leur faire part des risques qu'ils encourent quand ils sont dehors aux heures tardives. Tout à l'heure, on a parlé il y a une jeune fille qui a intervenu et qui a dit le souvenir de ce qu'elle a vécu autrefois reste dans sa mémoire. Mais attendez, si on lui avait fait comprendre que les sorties nocturnes, c'est pas bon pour l'enfant, est-ce qu'elle se retrouvait dans ces conditions, dans cette situation? Non. On ne lui a pas fait comprendre que c'est dangereux le monde de la nuit. Dans la nuit, on doit faire face à l'alcoolisme, à la drogue, à la prostitution. On doit faire face à la grande criminalité. Mais vous, parents, dites aux enfants, voilà les dangers de la nuit. Voilà ce à quoi vous êtes exposés. Et quitte à l'enfant de comprendre. Et nous revenons encore ici sur la question de dialogue entre parents et enfants. Dialoguons avec nos enfants. Nous n'avons pas demandé d'être des tyrans pour nos enfants, mais de parler avec nos enfants, avec le temps. Les enfants finiront par nous comprendre. Monsieur Goumla, pendant les périodes de fête, il y a cette effervescence. Est-ce que c'est parce que les enfants n'ont pas l'habitude de sortir, que c'est pendant ces périodes que les parents lèvent un peu le pied, qu'ils veulent tout faire, ils veulent vraiment en profiter? On veut rattraper le temps. On va absorber ce temps pendant lequel il y a d'abord l'école c'est une barbarie dans la tête, ça emmerde l'école. Tout le temps, il faut lire, tu n'aimes pas quoi ça te sert, pourquoi on fait même ça? Après, il y a les travaux à la maison, après, il y a les obligations, après, il y a... Donc, en fait, lorsqu'il y a cette période, au moins, dans cette tranche-là, on ouvre la porte pour... Un peu comme vous voyez les vagues. Voilà, on libère. Et c'est là où, justement, lorsque ce n'est pas bien clarifié, parce que, et madame l'a très bien fait, a très bien noté ça, le monde de la nuit, lorsque l'enfant doit sortir, on dit bien l'enfant, ça suppose qu'il doit avoir un adulte qui accompagne l'enfant, qui encadre l'enfant, qui est avec l'enfant, pour se rassurer qu'il y a quand même une limite, qu'il ne faut pas s'autoriser par ce qu'on a dit fait. S'il n'y a pas cet élément-là, si on dit enfant, ça suppose qu'un adulte accompagne. Or, si on laisse la toute liberté à l'enfant de vaquer à gauche et à droite, qu'on ne se plaigne pas par la suite. Si on suppose que c'est l'enfant. Maintenant, si l'enfant dit « je suis assez grand », mais avec l'enfant, il faut qu'on clarifie les mots. Tu es assez grand suppose quoi?
J'ai un cousin comme ça, et il aime bien ce mot. Non, je suis assez grand pour, je suis... Souvent, je regarde, il baisse sa tête, je dis, mon Dieu, faut me donner ta tempérance, parce que sans que si je me lâche, j'avoue que non, je vais dégamer. Parce qu'il dit, il est adulte. Bizarrement, vous demandez, ok, tu es adulte, ça suppose qu'être adulte. Peux-tu assurer ta nutrition quotidienne du matin au soir? Peux-tu payer tes habits du matin au soir? Peux-tu gérer une location du matin au soir? Peux-tu veiller sur tes petits frères du matin au soir? Peux-tu payer l'argent de taxi du matin au soir? Peux-tu prendre soin de toi du matin au soir? Je m'arrête juste à une journée, matin et soir, juste cette journée. Est-ce que tu es à même de le faire? Est-ce que tu peux le réaliser? Tu as des petites sœurs, des petits frères qui comptent sur toi. Est-ce que tu es capable de leur donner l'argent de béni chaque matin? Donc, il ne faut pas juste qu'on s'enferme dans les mots « je suis grand », juste dans la beauté du mot, mais dans son contenu, on ne veut pas porter ça. Mais on dit quand même officiellement « je suis grand ». Mais monsieur, vous êtes grand avec quoi alors? Juste avec votre taille? Avec votre âge? Vous êtes grand avec quoi vous êtes grand? Sachez reconnaître ce que vous êtes et réaliser avec ce que vous êtes. Mais maintenant, un des défauts, c'est lorsque ces enfants marchent avec, moi je dirais des adultes entre guillemets. Alors parfois, comme ils ont cette aisance à causer avec des personnes qui, au niveau administratif, ont un âge administratif dit adulte. Moi j'aime souvent dire administratif parce que pour moi l'adulte n'est pas un âge administratif. Non, la loi dit qu'à 21 ans je peux voter, donc je suis adulte. Donc comme l'âge de 21 ans a sonné, ça suppose que je suis adulte. Non. Je suis adulte parce que j'assume un contenu qui dit adulte. Le contenu, c'est je peux porter ma charge, ou je peux contribuer de manière significative à ma charge, ou à la charge des personnes avec qui je suis. Donc, l'adulte doit accompagner l'enfant. Que ce soit au manège, il doit l'accompagner. Que ce soit chez tonton, chez tel, il doit l'accompagner. Que ce soit même dans ces lieux dits où les écoles deviennent, entre guillemets, ces lieux où l'enfant essaie de se divertir, il doit accompagner. Monsieur Golab, quelles sont les balises qu'on doit poser? Quel est l'âge? À quel âge est-ce qu'on peut laisser l'enfant sortir et jusqu'à quelle heure, même s'il est accompagné? Pour moi, la question de l'âge, je ne le mettrai jamais en avant l'âge. Je mettrai en avant la capacité de l'enfant à gérer un certain nombre de situations. J'ai dit, ça se voit dans le quotidien. Lorsque, par exemple, vous sortez de la maison, vous le laissez, il faut regarder ton petit frère. Vous partez. Le soir, vous venez vous évaluer. Est-ce qu'il a pu regarder son petit frère? Est-ce qu'il a pu veiller sur lui? Est-ce qu'il a pu être là pour garder la porte parce qu'on l'a laissé gardien de la maison? Est-ce qu'il a pu le faire? On lui a dit, en partant, il faut que les assiettes et le sol soient nettoyés. Est-ce qu'il a pu le faire? Ce n'est pas une affaire d'âge. Si il a été capable, ou s'il a été capable de réaliser ses actes, même s'il a 10 ans, 11 ans, alors vous savez que vous avez une personne à qui vous pouvez dire, tu peux aller librement sans qu'un adulte t'accompagne. Parce que vous savez que cette personne-là peut aller et saura quoi faire lorsque il sera, non, ici, là, pause. Oui, continuez, moi je décale. Je ne continue pas avec vous. Donc, en fait, ce sont ces actes de la vie quotidienne, c'est comment l'enfant gère. Est-ce que souvent, vous permettez à l'enfant d'aller en route acheter du pain, du bonbon, du caviar, du chocolat, ainsi de suite? Quand il va, fait-il 2 minutes ou fait-il 3 heures de temps? Vous avez les critères entre vos mains pour évaluer et dire clairement, cet enfant, on peut lui faire confiance, cet enfant, on ne peut pas lui faire confiance. Ce n'est pas une affaire de faire les grandes mathématiques, non. Ce sont des choses de la vie quotidienne. Et c'est dans ces situations-là. Par exemple, ils sont en train de jouer au ballon avec les autres. Un événement arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est l'autre. On ne peut pas te faire confiance. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'ai pris le ballon, quand il voulait prendre, j'ai jeté, pas qu'il m'a tapé. Ben voilà. On peut te faire confiance. Parce qu'au moins, tu restitues les faits. Même si tu es le fautif, tu restitues les faits. On peut te faire confiance. Donc, ça veut dire en fait, si votre enfant, si l'enfant est capable de répondre à ces situations-là, alors, c'est pas pour moi, c'est pas une affaire d'âge, c'est pas de dire, l'âge, c'est juste une affaire chronologique. Ça grimpe, mais c'est pas l'âge qui fait l'adulte.
C'est sa capacité devant des situations à gérer qui fera de lui un adulte. Madame Makamte, est-ce que ce comportement des enfants pendant les fêtes ne reflète pas un peu celui des parents, bien même des adultes qui les entourent? Parce qu'on ne peut pas dire un enfant ne sort pas et puis on sort. Question bien posée. L'enfant, en fait, est le reflet du parent. Vous ne pouvez pas être un parent qui ne sort pas et l'enfant se permet de faire n'importe quelle sortie. L'enfant regarde avant tout le parent. Et dit même que l'enfant sort de grâce. Faisons comprendre à nos enfants que le monde de la nuit n'est pas un monde fait pour eux et qu'ils sont exposés à trop de dangers. Vous comprenez? L'âge n'a pas d'importance ici. Et moi, particulièrement, maman, je ne pouvais pas me trouver dehors dans la nuit, à moins que ce soit pour une émission télévisée comme celle-ci et que je sois certaine que mon retour est en sécurité. Alors, en temps de fête, la situation s'aggrave. Et même de jour, on est en insécurité. Je me rappelle une fois, on a dû m'arracher un sac à 19h. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi, j'ai fait pipi sur moi. Non, ça, je vous le dis, parce que moi, je ne suis pas habituée à ce monde-là. Alors, imaginez un seul instant que ce soit un enfant de 15 ans qui soit en train de subir un tel choc et que ce soit un enfant qui a le cœur malade, mais il va succomber. Bon, ce que l'enfant fait, en allant se retrouver dehors dans la nuit, il ne ressemble qu'à son parent. Je ne trouve pas de raison pour un enfant de se retrouver dehors dans la nuit quand le parent ne lui a pas enseigné le monde du dehors dans la nuit. Vous allez trouver dans des bars des parents qui boivent avec leurs enfants. Et en période de fête, même ils sont avec leurs enfants. Il dit, mon petit, pardon, c'est moi quelque chose à mon fils paye. Mais attendez, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à vos enfants? Dites-leur que non, on a besoin de boire. Vous, parents, les familles civilisées, dans les familles civilisées, on achète de la boisson, on vient, on reçoit même des étrangers à la maison. Vous avez besoin de boire, vous buvez à la maison. Vous voulez vous défoulez à la maison. Quand vous êtes fatigué, vraiment, vous allez vous coucher, vous dormez. Et pire encore, il y a des cabarets qui s'ouvrent de part et d'autre, que le politique lui-même s'arrange à ce que ça ne se répète plus dans des écoles. Les foyers, ce sont des petits cabarets qui naissent et à la fin, attendez à partir du mois de février-mars, les conséquences seront désastreuses. Vous allez voir des filles qui reviennent avec des grossesses, on vit des grossesses indésirées et même avant, pendant les mêmes périodes de fête, nous vivons des enlèvements et autres. Qui a demandé aux enfants d'être dehors à ces heures-là? Vous croyez que si le politique lui-même met en place un ensemble de mesures telles que si on retrouve un enfant dehors à une certaine heure, on le prend, il passe à tabac quelque part entre 4 murs, il revient après peut-être 2 jours, il n'a même plus fêté. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'arranger, il va s'aligner. Les autres, il va servir d'exemple pour les autres. Et cette histoire-là va finir. Donc moi je pense que ce que l'enfant fait là, il ressemble à son parent. Au demeurant, Monsieur Goumbla, comment mettre les enfants à l'abri de toutes ces dérives, de ces débordements qu'on observe généralement pendant les fêtes? Comme on dit, le risque zéro n'existant pas. Même parfois à la maison, les accidents arrivent. Même à la maison, les accidents arrivent. Donc, autant dehors que dedans. Tout ce qu'on peut dire, c'est faire ce dont on est capable, en fait. Le parent, il peut avoir dans le quartier peut décider, par exemple, d'organiser un événement pour le quartier. Ça se fait au quartier, ça veut dire c'est entre un cadre bien, entre voisins, c'est un cadre bien qualifié. Ça veut dire les parents sont invités, les enfants sont invités, ils font leurs jeux, donc le quartier organise une messe. Là, ils jouent entre eux, ils s'amusent. Après, vers 1h, ok, on éteint les lampions et chacun rentre à la maison. Ça, c'est clair. Ça permet chacun reste tranquille. Dans un quartier, nous, on a eu à faire ça et c'était très beau. C'est-à-dire que vous êtes au quartier, on achète nos boissons, on dépose au quartier, on met notre film, on zappe, on regarde, on bavarde. Bizarrement, ceux qui sont allés fêter, vers 1h, ils reviennent nous retrouver, on dit c'est déjà fini. Ils viennent s'asseoir avec nous. Vous, allez fêter, non, laissez-nous faire notre fête ici, on voit nos films, on bavarde nos choses. Vers 3h, chacun, gars, c'est bon pour moi comme ça. En fait, on a biaisé, moi c'est mon sentiment, on a biaisé le mot fête en fait. Fête, c'est en fait se réjouir, mais ce n'est pas aller se défouler comme si on dirait que le monde devait mourir demain, quoi. Comme si la vie devait s'arrêter de vivre, en fait. C'est plus le sentiment qui émerge dans le reportage. Vous voyez comment on montrait ces gens très endiablés. C'est agréable, le corps, waouh, on a envie de se laisser aller,
Oui, on a envie de laisser aller. Mais pour où? Vers quoi? La suite, c'est quoi? Demandez à ces personnes, lorsqu'ils y vont, au sortir, prenez un temps, donnez juste pendant 10 minutes, expliquez-moi, vous sentez comment? Ils vont vous dire vide. Claire. Ils vont vous dire, ils se sentent vides. Et c'est pourquoi on crée ce qu'on appelle une drogue. Ce n'est pas une drogue dure, mais une drogue dans la manière de procéder, où un manque, on crée le manque. Il faut absolument que le lendemain, on revienne. Après-demain, on revient, on est comme pris au piège d'une situation dans laquelle soi-même, on ne sait même plus dans quoi nous sommes. Donc, comment en sortir? Le parent doit être au clair avec son système de valeurs. Le parent doit être au clair avec son système de valeurs. Quand il est au clair avec son système de valeurs, il saura inculquer ça aux enfants. Et même aux enfants de l'enfant, on dit, le père là, s'il a dit pardon, fais-toi, ne cherchez pas toi à réfléchir, le père là. Monsieur Goumblabi, il y a quand même les enfants qui ont le goût de l'interdit. Comment faire face aux enfants qui transgressent? Par mimétisme, on a des petits copains qu'on va aller retrouver. Comment faire face à ce genre d'enfants? Lorsque l'enfant a le goût de l'interdit, il faut l'y aider. En fait, moi, souvent des positions, souvent un peu très terribles par rapport à ça. Si l'enfant a le goût de l'interdit, ça veut dire qu'il veut grandir. Ça montre qu'il est grand. Alors, donnez la société d'un grand. Et la vie avance. Si a le goût de l'interdit, ok. Ça suppose que, monsieur, madame, on s'assied, on prend un papier, on fait un contrat. Comme vous estimez que, par le goût de l'interdit, vous êtes suffisamment grand, prochainement, à partir de telle date, on va commencer à vous considérer comme un grand. Et un grand suppose A, B, C, D, E, F. Voilà. Et de cette manière, si on avance, vous choisissez votre route, libre à vous. Moi, parent, je choisis ma route. Si vous estimez que ça vous convient, puis il n'y a pas de souci. Mais au moins de manière claire, à un moment donné, il faut savoir être très dur. Voilà. Je dis très dur. C'est pas parce qu'on a dit l'enfant, il faut cajoler, il faut aimer, il faut encadrer, qu'il faut croire que c'est devenu du lacisme où on va faire n'importe quoi, n'importe comment, selon ses humeurs. Vous dites, on a un cadre. On définit un cadre. Et dans ce cadre, monsieur, si vous estimez que vous êtes dans ce cadre, alors voilà ce qui est attendu, voilà ce qui n'est pas attendu. Si vous estimez que vous aimez l'interdit, prendre de l'alcool, aller fumer ou aller chez le copain tant pis, c'est votre droit. Je ne vais pas vous l'empêcher, vous estimez que vous êtes grand. Mais il faut que de manière claire, on sache comment on avance. Et il faut savoir, comme je dis, à un moment donné, quelqu'un disait, il n'est pas bon d'être assis à laver l'enfant. Non, il faut savoir ce qu'on veut. Il y a des sociétés dites primitives. Je dis dites parce que malheureusement, elles sont dites primitives, mais malheureusement, on a comme le paradoxe que c'est plutôt dans ces sociétés où on forme le mieux. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle des rites de passage qui nous manquent. Parce que quelque part derrière, c'est un peu ce rite de passage que certains enfants veulent retrouver. Qui malheureusement dans nos sociétés, ces rites de passage n'existent presque plus. C'est-à-dire, on ne transitait pas d'un âge comme ça là. Il y avait des codes, il y avait des paramètres qui disaient qu'on est sorti d'une caste à une autre. On n'est plus dans l'ancienne caste, on est dans une autre caste. Et ce n'était pas le critère âge qui fondait ça. Ce n'était pas ça. C'était des attitudes, c'était des réalisations. Par exemple, c'est réussir à attraper un animal. Si je peux déjà attraper un animal, ça veut dire que je suis déjà un adulte. Si je peux aller déjà cueillir un fruit où il y a des abeilles sans me faire piquer, alors je suis déjà un adulte. Si je peux, alors je suis ça. Donc, peut-être l'enfant veut retrouver ces rites-là. Mais le parent, comme il n'est pas outillé pour faire, il ne peut pas répondre à ça. Donc, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est de dire à l'enfant, ça, c'est ce que je peux, ça, c'est ce que je ne peux pas. Donc, si l'enfant estime que ça ne lui suffit pas, il dit, monsieur, voilà mon domaine. Si vous voyez que vous voulez sortir mon domaine, sortez aussi. Pour que tout le monde soit clair. Ça, c'est clair. Madame Makanté, dans notre logique de sensibilisation à l'aube de ces fêtes de fin d'année, comment est-ce qu'on peut encadrer les enfants pour éviter tous les débordements souvent observés avec à la clé bien de conséquences? Comment est-ce qu'on peut encadrer nos jeunes? Occupons nos jeunes. Nous devions occuper nos jeunes. Je dis occuper notre jeunesse parce que, vous savez, on dit souvent la nature a horreur du vide. Quand quelqu'un n'a rien à faire, il se trouve automatiquement quelque chose à faire. Peu importe peu importe les conséquences de la chose à faire.
Donc moi je dirais, occupons nos jeunes. Je pense que c'est la clé même, c'est la solution même à ce problème. Nous allons marquer un arrêt pour prendre notre rubrique mots d'enfant et ce soir on s'intéresse au tétanos. Dans les plaies de blessures mouillées, toutes les femmes enceintes qui ont fait un enfant ont fait les vaccins antitétaniques. Ils ont fait un vague, 2 vagues, 3, généralement sur les enfants. Et puis les enfants qui sont bien suivis ont tous les vaccins antitétaniques faits. On les fait déjà. Voilà. Le DT coq polio qu'on fait souvent avec le T, c'est le tétanos qu'on fait généralement. Parce qu'on a souvent peur que dans les cas de blessures, des métaux souillés, peut se trouver le germe qui provoque le tétanos chez l'enfant. Ce qu'il faut faire, c'est de nettoyer. Si c'est un clou, si c'est une tôle qui était souillée, il faut à l'instant endroit là nettoyer cette blessure là avec du savon et bien la désinfecter et rincer bien cette partie de la peau et aller à l'hôpital. À l'hôpital, on peut lui faire ce qu'on appelle le sérum antitétanique. Et maintenant, il gérer sa blessure ou bien sa plaie. C'est ça le protocole. Parce qu'il ne faut pas attendre à la maison. Parce qu'à la maison, on peut attendre, on fait un truc, on laisse l'enfant. Après, demain, il peut nous présenter les signes de tétanos. Ok? Parce que quand on a un enfant dans le médecin, on regarde son carnet, poser des questions par rapport au vaccin. Est-ce que ce vaccin a été fait? Est-ce qu'on a fait ça? On a fait ça. Tel vaccin, vous avez fait comment à la maison? Là, il saura comment faire la prise en charge. Il ne faut pas attendre qu'un enfant ait une blessure souillée, rester à la maison, attendre. Tous ces trucs qu'on écrase, on ne sait pas pourquoi on est écrasé. On peut prendre, on écrase et quand on ressouille la blessure, au contraire, avec un truc qui n'était pas sain. Ça devient encore plus compliqué. Quand on arrête de mettre des piments écrasés, le piment chauffe, maman. Le piment, ça chauffe. Blesse-toi un peu, tu écrases le piment, tu mets sur ta peau là, tu vois, ça va te brûler, tu vas notamment laver ça rapidement. Donc il faut éviter ça au maximum. Parce que nous, on évidemment de donner les médicaments traditionnels aux enfants parce qu'on ne connaît pas comment c'est fait, avec quoi on a fait ça, sur quoi c'est écrasé. Donc la meilleure des choses, c'est de... L'enfant s'est blessé, on a lavé la blessure. On dit souvent certains parents, s'ils peuvent même écarter cette blessure-là et faire ça un peu, saigner un peu, nettoyer le savon rapidement, que s'il y a un germe qui était là, qu'on le nettoie vite. S'il ne peut pas le faire, il ne faut même pas le faire. On lave la blessure là rapidement. Là. On est allé à l'hôpital, le médecin a fait la prise en charge. On a vu des cas où on s'est blessé, on est à l'hôpital, ça s'est surinfecté, on a vu qu'il y a un trait de tétanos. Le tétanos, ça a souvent des effets souvent irréversibles jusqu'à la mort. Voilà. Donc il faut éviter au maximum. Il faut aller à l'hôpital. Parce que on sait maintenant, à ce temps de corona, tous les parents ont peur d'aller à l'hôpital les enfants parce qu'ils disent que la vie vont s'infecter. Nous on dit toujours, enfant malade, il ne faut pas attendre à la maison. Il a un souci, allez à l'hôpital. Nous sommes là pour vous soigner. C'était notre rubrique mots d'enfant avec le pédiatre Njoya Suleiman, rencontré par Cynthia Nguemo. Place à présent au cri de cœur. Ce soir, c'est un parent bouleversé qui nous a écrit. Je vais tout de suite vous lire sa correspondance. Bonsoir, Madame Adi. Mon fils de 5 ans et demi est grand frère depuis 2 mois et son comportement a totalement changé. Nous ne savons plus comment agir avec lui. Auparavant doux et calme, il est subitement devenu bruyant, colérique, parle mal, nous répond souvent en criant. Nous ne le reconnaissons plus. Son père et moi prenons le temps de lui expliquer presque chaque jour que l'arrivée de son petit frère ne change rien à l'amour que nous lui portons. Mais malgré cela, notre fils continue avec son lot de bêtises, de crises, de cris, de colère, refuse parfois de manger et se réveille la nuit. Comment devons-nous réagir face à ce refus d'obtempérer? Nous sommes un peu découragés car il n'est plus le petit garçon enjoué et de bonne humeur que nous avions connu. Est-ce que cela finira par passer?
Merci de votre aide. Voilà, c'est le cri de cœur d'un parent. Monsieur Goumla, je vous vois avec un sourire au coin. Un enfant qui n'est pas très enjoué par l'arrivée de son petit frère. Doit-on s'inquiéter, Monsieur Goumla? Aucun enfant n'est enjoué de l'arrivée de son petit frère, sa petite soeur. Aucun. Aucun. C'est même pas une demande. Aucun. Parce que celui qui vient ou celle qui vient voler quelque chose. C'est un voleur, en fait. Il vient voler l'affection, l'attention dont il avait vu qu'il était le seul. On appelle ça chez nous l'angoisse de perte d'objet. En fait, il était l'objet central, principal, et voilà qu'une tierce personne arrive et le dépossède de cette plénitude dont il bénéficiait à une époque donnée. Le parent va beau verbaliser, non, tout va, non, continuera toujours à t'aimer. Oh, oui, mais il n'aura plus la même attention, la même affection. Que le parent soit au clair avec lui-même déjà, pour savoir comment dire ça à l'enfant. Il ne suffit pas juste d'un mot. Il faut être en accord avec le mot qu'on dit, en fait. Parce que l'enfant, intuitivement, perçoit la dichotomie qui est entre les deux. L'enfant perçoit. Or, intellectuellement, il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il perçoit dans sa chair que le propos tenu n'est pas en phase. Quelque chose, un peu comme dit les fréquences sont brouillées un peu. Donc, la question, c'est le parent de reconnaître que ça apporte un changement. Quel changement? On n'en sait rien, mais ça apporte un changement. 1 ne sera plus 1. 1 sera 1 prime. 1 sera 1, 2 prime. Voilà, ce sera plus le 1 de départ. Donc, c'est la première situation à valider, accepter d'abord pour le parent lui-même. Parce que si le parent n'accepte pas pour lui-même, il aura du mal à faire comprendre à l'enfant, en fait, l'événement qui vient d'arriver. De deux, ça met un peu en avant aussi la période de la grossesse de la mère et le lien que la mère a dû construire avec cet enfant. C'est-à-dire, au cours de cette période, sûrement qu'elle prend parfois la main de l'enfant pour mettre sur son ventre. Tu sais qui est dedans là? C'est ton petit frère, c'est ta petite soeur, c'est ça, non? Parler un peu comme si on chuchotait à l'oreille. Est-ce que tu sais que non? Qui va venir? Tu as le grand feu sur fond. Et là, ça donne à l'enfant de dire, ah bon? Hein? Donc lui, il attend la venue. Il attend la venue. Or là, il ne sait pas qu'il y a quelque chose. Il ne sait pas qu'il y a une personne qui arrive. Et soudainement, qui arrive, on lui dit, non, tout sera toujours conforme, rien ne va changer. Ben, vous mentez. Alors, il va mettre en place des stratégies pour récupérer cette place-là, quitte à devenir désordonné, bruyant. Madame Makanté, comment les parents doivent s'y prendre avec cet enfant? Ils sont visiblement désespérés. Déjà, avec monsieur, je suis d'accord que c'est un comportement que nous observons tous les jours dans près de 80 à 90% des familles. Et c'est un comportement tout à fait normal. C'est un comportement tout à fait normal. Ça prouve là que les parents sont attentionnés, ils sont affectifs, ils aiment bien leur enfant. Donc, et qu'à un moment donné, il y a eu un manque qui a été observé. Cependant, ce que je pourrais dire à ces parents, c'est d'être patient. D'être patient et de revoir leur façon de traiter l'enfant. Effectivement, l'enfant n'a pas été préparé pour la venue du bébé. Il n'a pas été préparé. Donc, s'il avait été préparé, comme monsieur le disait tantôt, c'est la préparation, en fait, c'est la maman qui devrait le faire. Lui dit déjà, lui amener à comprendre qu'il y a quelqu'un qui arrive là et déjà à vouloir même rapidement solliciter l'arrivée de cet enfant. Bon, face à cette situation, qu'est-ce que les parents vont faire? Ils doivent être patients, ils doivent beaucoup dialoguer et remettre l'enfant en confiance, lui faire comprendre que loin d'être un voleur, un ennemi, il est pour lui un frère, un ami, un compagnon, un confident, un tout, un lui-même, avec qui il est appelé à cheminer toute la vie. Vous voyez un peu, et que c'est lui-même qui aura l'obligation de l'encadrer, de le protéger, de le garder. Que la préparation qui a été échouée depuis le départ, ou alors qui n'a pas été faite depuis le départ, que cela puisse se faire dès à présent. Et surtout que c'est ce qu'ils n'ont pas pu faire hier en matière d'affection. L'affection qui a été à un moment donné rompue, qu'il puisse permettre à cet enfant de la retrouver. Dans ce processus, doit-on le faire participer aux soins du bébé, par exemple? Oh, justement. Parce que ici,
avec à la lutte dont les choses sont parties là, ce garçon ne voudra même pas porter son cadet, hein. Mais donnez-lui la possibilité de pouvoir lui-même prendre soin de l'enfant. Parce que si lui, à un moment donné, doit se retrouver en train de porter son cadet, il va l'aimer. S'il doit participer même aux soins, viens habiller ton petit. Vous savez qu'il ne pourra pas le faire, mais il faudrait l'entraîner au fur et à mesure. Mais ça va se faire avec le temps. Monsieur Goumla, doit-on faire des reproches à cet enfant lorsqu'il rejette son petit frère? Non. Des reproches, qu'il a fait quoi? Pourquoi il fait des reproches? Vraiment. Il ne manifeste qu'un malaise. Maintenant, c'est comment on gère ce malaise-là. Madame Akamte fait très bien de noter sa contribution pour les soins corporels de son frère ou de sa sœur. C'est-à-dire, même si c'est pas porter les habits, prends le caleçon de l'enfant, tu viens avec. Prends la couche, tu viens avec. Prends pour qu'il... Derrière ça, il y a quelque chose qui est terrible que j'ai écouté, une dame m'évoquer. Il y a cette réaction de la jalousie qui paraît saine, mais peut devenir destructrice plus tard. C'est-à-dire quoi? Une dame me faisait la confidence de comment elle a détruit l'activité de sa grande sœur. Or, sa grande sœur, Fernanda, ne lui a rien fait d'extraordinaire. Ne lui a rien fait de mal. Juste parce que les activités de sa grande sœur étaient florissantes. Et sa grande sœur, par même, est bizarre, les aidait avec. Mais elle se sentait frustrée. Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Et ce sont justement ces ingrédients qui comprennent que ça remonte à très loin. C'est une affaire de... Elle est venue... Monsieur Goumla, ça dit que si ce n'est pas encadré à temps, ça pourra avoir des répercussions dans leur avenir. Au départ, une situation, c'est un malaise, mais ce mec doit être bien encadré. Sinon... Parce que ça laisse sur des séquelles, il ne faut pas que ces séquelles détruisent. Il faut que ces séquelles construisent plutôt. Donc, il faut accompagner l'enfant en écoutant sa douleur, mais il faut l'accompagner. Pour qu'il comprenne que en partant aux soins corporels de l'enfant, en prenant la tétine, en allant prendre le lait, en essayant de chauffer, je chauffe, appuie le boulon là, lui, il sait qu'il devient le grand frère. On lui donne la place du grand frère. En fait, c'est ça le parent doit réussir à faire, lui donner la place du grand frère qui veille sur sa petite sœur. Si les parents réussissent ce jeu-là, il deviendra un grand frère extraordinaire. Il dit extraordinaire. Si réussit ça, ce sera le jeu que les parents doivent réussir à construire avec cet enfant. Et c'est sur ce que nous mettons un terme à cette autre production de SOS Parents. Monsieur Goumla, merci d'être passé encore sur notre plateau ce soir. Madame Akamte, merci pour votre contribution. Au nom de toute la grande équipe qui s'est mobilisée, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie des programmes de DBS Télévision. N'oubliez surtout pas de garder un œil sur nos enfants.